Bom, boa tarde a todos. Estão ouvindo, não? Tá? Muito obrigado aqui pela presença tão numerosa e com razão, porque vem aqui para assistir à palestra do professor Bruno Delmar, que, como vocês sabem, é titular de arquivística contemporânea na École Nationale de Chartres, em Paris. Isso me dá inveja. Chartres, em Paris. Ele tem uma longa carreira, foi arquivista do Centro dos Arquivos Nacionais d'Outre-mer, da Marinha, esteve na direção dos Arquivos de France, e ele é um Instituto Nacional do Audiovisuel. Por consequência, tem aí uma gama enorme de experiência. Além disso, tem experiência internacional. Organizou o arquivo na Costa do Marfim e também criou a Escola dos Arquivistas da Universidade de Dakar, que é no Senegal. E, portanto, é uma pessoa que tem ampla conhecimento da matéria e uma bibliografia que é 3 vezes maior que a minha. Quase 200 publicações. Eu não chego a tanto, né? E alguns livros bastante conhecidos também. E nós ficamos muito satisfeitos de vê-lo, como de vê-las aqui também, e vê-los aqui também, para tomarmos uma série de decisões, de caminhos. A Danielle Ardaillon, que é a nossa responsável por toda a parte de arquivo e documentação, e organizadora desse encontro, juntamente com suas colaboradoras, está precisando, nós todos precisamos, de conversas mais técnicas sobre a matéria. Eu vou me desculpar, eu cheguei hoje, justamente da terra do professor Delmar, cheguei agora mesmo, vou escutar com muito prazer a conferência dele, mas depois vou ter que me ausentar, porque eu tenho que fazer uma conferência hoje à noite. Para quem chegou de Paris já velho e cansado, o esforço é grande. Mas, de qualquer maneira, se eu tiver a possibilidade, amanhã eu gostaria de poder me beneficiar das conversas com vocês. Por outro lado, eu acho que não é muito apropriado que eu fique discutindo coisas que vão dizer respeito a mim depois de morto. Melhor não ouvir. De alguma maneira, eu dou a palavra ao professor Bruno Delmar para que faça a sua exposição. Oui. Monsieur le Président, je vous remercie infiniment des paroles d'accueil que vous venez de prononcer et je voudrais vous remercier infiniment et vous dire combien je suis honoré d'avoir été invité par votre institut et j'ai le grand honneur donc de parler devant cet auditoire extrêmement fourni de collègues brésiliens. Je suis également heureux de me retrouver à Sao Paulo, puisqu'il y a maintenant 13 ou 14 ans, j'avais été invité par l'association des archivistes à faire à l'occasion du congrès de cette association. Alors, après en avoir parlé avec Madame Ardaillon, j'ai proposé comme sujet de conférence « Archives, État et société, les enjeux du XXIe siècle ». Alors, pourquoi ce titre? Pourquoi ce sujet? Quels sont les enjeux que ces 3 termes associés veulent mettre en valeur? Poser la question des archives en termes d'État, cela se conçoit aisément. Poser la question des archives en termes de société, certains peuvent s'interroger. Mais surtout ne pas évoquer l'histoire, beaucoup ne comprendront pas. Pourtant, ce propos concernant les archives vise à faire prendre conscience que nous sommes aujourd'hui face à un triple basculement, face à une triple rupture. Le basculement de l'écriture et de ses supports et de ses langages. Le basculement des usages de l'écrit et de leur conservation. Le basculement des États et de leur rôle. Et ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est comment ces 3 ruptures ne sont pas isolées, ne sont pas séparées, ne sont pas indépendantes, les unes par rapport aux autres, mais je voudrais vous montrer qu'elles sont liées, qu'elles sont profondément liées, et qu'une partie de notre avenir en dépend. Alors, le basculement des supports de l'écriture. Si nous regardons l'histoire des civilisations, l'humanité a déjà connu, au cours de sa longue histoire, plusieurs basculements de supports de l'écriture.
et avec le basculement des supports, souvent celui de l'écriture, celui des langues. Les phénomènes sont souvent liés. Ce que je vais dire là, vous le savez tous. Les tablettes d'argile de Mésopotamie, avec l'écriture cunéiforme, et puis le papyrus et les tablettes de bois que l'on trouve en Égypte, que l'on trouve dans la Grèce antique, que l'on trouve dans l'Empire romain, mais que l'on trouve aussi, ce que souvent on a oublié, que l'on trouve aussi dans le haut Moyen-Âge européen. Et les rois de France, par exemple, utilisaient encore les tablettes de cire. Philippe le Bel, nous avons des tablettes de cire de Philippe le Bel du XIVe siècle, et qui finalement utilisent le même instrument d'écriture et le même support qu'à l'époque romaine ou grecque. Et puis est arrivé le parchemin, et puis au XIIe siècle, on voit apparaître le papier en Europe, d'abord en Espagne, et puis en Italie, où il est fabriqué au XIIe siècle, et puis ensuite en France au XIVe siècle, il se répand et il supplante les autres supports. Et puis aujourd'hui, nous avons le support électronique et l'écriture numérique du dernier tiers du XXe siècle. Alors, voilà, rapidement, ces changements de support, changements d'écriture, changements de langue, qui semblent accompagnés des changements de civilisation. Et donc, déjà, cette première constatation doit certes nous poser des questions. Qu'en est-il des changements actuels ? Or, si nous regardons les changements passés, les changements de support s'accompagnent de pertes considérables de connaissances. Connaissances historiques, bien sûr, mais aussi scientifiques et techniques. Que nous reste-t-il de l'héritage de l'Antiquité ? Quelques épaves. Certes, il y a Platon, Aristote, Échille, Sophocle, mais quoi, nous avons quelques pièces alors qu'ils en ont produit des centaines. Et il y a quelques auteurs alors qu'il y en a tant qui ont été perdus. Tous les auteurs latins de l'Antiquité tiennent sur 3 ou 4 rayons de ma bibliothèque à Paris. Bon, et c'est ça, plus de 7 siècles d'histoire romaine. Les Mésopotamiens savaient résoudre des équations du second degré, quelques-unes même du 3e et du 4e degré. Le savoir mathématique des Mésopotamiens ne se retrouve pas, loin s'en faut, dans celui des Égyptiens 2 siècles plus tard. Et les Égyptiens ne savaient plus résoudre que quelques équations du 1er degré. Il a fallu quelques millénaires pour retrouver ce savoir mathématique et le dépasser. Alors on peut se demander si l'humanité a périodiquement besoin d'une sorte d'immense purge, d'un oubli pour se régénérer. Alors tout changement de support, de langue, d'écriture n'est donc pas neutre. Il peut représenter des progrès, mais il comporte aussi des risques considérables de perte massive de mémoire et de connaissances. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est que les mondes anciens pouvaient peut-être se permettre ce genre de perte. Mais la question qui se pose est de savoir si aujourd'hui notre société peut se permettre de perdre le savoir mathématique comme cela s'est passé entre les Mésopotamiens et les Égyptiens. C'est ça la question. Car le monde d'aujourd'hui, à l'époque, c'était des petits mondes isolés, mais aujourd'hui, ça y est, le monde est fini, nous avons fait le tour de la Terre, et même au-delà. Et est-ce que nous pouvons nous permettre de perdre comme cela des connaissances et tous ces savoirs accumulés au cours des siècles ? Parce que, par exemple, ils seraient moins intéressants, moins à la mode. Regardons quelque chose qui nous touche de près. Les sciences auxiliaires de l'histoire, elles se sont développées, en particulier au XIXe siècle. Elles ont permis un essor extraordinaire des écoles historiques. Mais aujourd'hui, si on regarde dans les universités d'un peu partout, elles sont relativement négligées par rapport à ce qu'elles étaient il y a 30 ans, 40 ans. Alors heureusement, nous, à l'École des Chartes, on essaie de les maintenir, mais enfin bon, on ne peut pas tout seul. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Nous voyons qu'il y a des savoirs qui ont été essentiels pour réaliser des progrès, et puis qui, à un moment, tombent en désuétude. Et alors on voit beaucoup de gens dire, mais aujourd'hui, par exemple, pour avoir accès aux documents, avant on avait besoin de toutes ces sciences auxiliaires parce qu'on prenait les documents, on faisait les transcriptions, on les éditait, on faisait des annotations, on les publiait, on donnait accès aux gens. Aujourd'hui, on prend les documents, on numérise, et puis tout le monde peut avoir accès. Non, personne ne peut avoir accès. Si c'est pas lire, si c'est pas le latin, par exemple, ou le grec, s'il ne sait pas identifier les lieux, etc. Donc il y a là une illusion. Mais en même temps, cette illusion fait qu'il y a une perte de savoir qui nous menace. Donc, je me souviens, il y a 25 ans,
quand je faisais des cours à l'école des Chartes, et j'avais indiqué aux élèves qu'il y avait une étude d'Électricité de France qui disait en 2005, le numérique va supplanter le papier. Et ce qui se passe aujourd'hui confirme cette prévision. Nous sommes en train de basculer du papier au numérique. Ou plus exactement, une part croissante des documents que nous utilisons quotidiennement, dans tous les moments de notre vie, celle des individus comme celle des entreprises, eh bien, cette majorité, ces documents, de plus en plus, sont des documents qui sont remplacés, papier qui sont remplacés par des documents numériques. Ce changement n'est pas grave en soi. Nous continuons d'ailleurs à utiliser massivement le papier. Et comme on a utilisé, je le disais tout à l'heure, les tablettes de cire, bien après la chute de l'Empire romain. Mais le pivot de l'activité écrite que nous avons est en train de passer, de changer de support et de passer du papier au numérique. Cette rupture de support risque, comme par le passé, et je dirais plus que par le passé, de s'accompagner d'une perte massive de mémoire. Mais ce qui est nouveau par rapport au passé, c'est que non seulement une large part de ceux qui ne passera pas sur le numérique risque d'être perdus, mais qu'aussi risque d'être perdu une large part de ceux qui passera sur le numérique ou qui est aujourd'hui sous forme numérique. Et donc, pourquoi ? Parce que de tous les supports que j'ai évoqués jusqu'à maintenant, le support numérique est, comme vous le savez aussi bien que moi, est le plus instable de tous. Et donc, à cette double perte s'ajoute le fait que, parallèlement, jamais dans l'histoire, nous n'avons confié autant nos intérêts à l'écrit. Et donc, il y a cette conjonction de trois choses qui fait que le passage, le basculement que nous connaissons des supports est un basculement de première importance. Et il est d'autant plus important qu'à côté de cet écrit auquel je n'ai fait référence que depuis le début de mon exposé, eh bien, il y a d'autres formes d'écriture qui sont apparues au XIXe et au XXe siècle. Nouvelles écritures, nouveaux supports, nouveaux langages, nouveaux documents. J'énumère, juste pour mémoire, l'image photographique, l'enregistrement du son, celui de l'image animée. Ils nous ont donné à profusion des images de l'invisible, celles de l'infiniment petit, celles de l'infiniment grand, celles de l'infiniment lointain, celles de l'infiniment caché, avec les radios, les scanners, et tous les sons inaudibles. Ils nous ont apporté des données et des chiffres décrivant des phénomènes indécelables, sismographes, électroencéphalographes, lumières orphelines d'astres éteints. Tous ces documents nouveaux sont des apports à la connaissance sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et c'est donc une quatrième élément de notre réflexion. Ils sont restés en majorité sur des supports papier. Aujourd'hui, tout converge, on parle de la convergence partout, et bascule dans le numérique. Et ce basculement du quotidien concerne aussi ce que l'on a mémorisé. Alors, que s'est-il passé ? On a pu retrouver dans des tombes et déchiffrer des papyrus égyptiens. On a pu retrouver dans différents lieux, par exemple en Écosse, dans des tombes, des tablettes de bois romaines qu'on a pu déchiffrer, ou dans la terre glacée de Nijni Novgorod, des écorces de bouleau où il y avait des billets que les gens s'échangeaient. Mais tous ces documents, ce ne sont que des épaves de ce qu'il y a eu, de ce qui s'est passé. Et on pourra sans doute dans l'avenir retrouver des disques et des bandes magnétiques, et on arrivera peut-être à les déchiffrer. Mais il faut savoir, ce ne seront que des épaves, si nous ne prenons pas des mesures pour qu'il en soit autrement. Pourrons-nous, c'était la question que je posais tout à l'heure, nous contenter de retrouver des épaves, des données, des savoirs accumulés par les activités de notre temps. Les supports physiques et logiques, les formats et les logiciels se périment et changent tellement vite que la durée de récupération des documents anciens se réduit sans cesse. Les documents deviennent rapidement indéchiffrables. Raison de plus pour ne pas les conserver, dira-t-on. Les fichiers électroniques personnels ne survivront le plus souvent pas plus que ne survivaient dans l'Égypte ancienne les papyrus des personnes que l'on enterrait avec et qui devaient accompagner dans le séjour des morts la personne pour qu'elle ne se retrouve pas toute seule. Certes, la dépendance
à l'ordinateur, parce que après ces propos catastrophés, vous dites là, mais où est-ce qu'il veut nous conduire? La dépendance de l'ordinateur présente, à côté de ces contraintes que je viens d'évoquer, de ces dangers que je viens d'évoquer, des avantages nouveaux. Et nous pouvons nous dire, et pour ma part je le pense, que le marché met en place des serveurs électroniques de plus en plus puissants pour permettre aux individus, comme aux entreprises et aux administrations, de conserver leurs documents numériques. Mais en même temps, nous savons que la maintenance de ces systèmes coûte très cher, que les migrations de données sont de plus en plus lourdes. Donc il y a quand même des interrogations. Mais il est vrai que nous ne sommes qu'au début de ces mutations. Certes, la technique, face à la pression de la nécessité, inventera, j'en suis sûr, des solutions, comme on a toujours inventé des solutions pour résoudre les problèmes. Mais justement, le problème, la question qui se pose, c'est en attendant. C'est toujours ce problème du basculement, du passage. Nous sommes dans une période de basculement, de passage, et c'est à ce moment-là que ça se perd. Les archivistes connaissent très bien ça, avec la théorie des 3 âges des archives. On produit les archives, là tout le monde s'en occupe, elles sont utiles. Puis après on se désintéresse, et quand on en a besoin, eh bien on les a perdues, parce que pendant l'âge intermédiaire, on ne s'en est pas occupé. Mais je pense que cette image, encore une fois familière aux archivistes, nous devons l'appliquer à nos civilisations. Il y a des moments où nous basculons, et nous avons un moment où nous nous désintéressons de notre passé, de ce qui se passe. Et ensuite, lorsque ça continue, alors nous nous mettons à fouiller, et c'est là que on ne trouve plus que des épaves, parce que nous avons laissé les choses se perdre. Et donc ma question, c'est de dire, mais est-ce que maintenant, nous, notre civilisation, en ce moment, nous pouvons faire ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Voilà la question. Et donc nous sommes donc bien en face de cette rupture de support et d'un changement de civilisation, de ce grand passage avec tous les risques qu'il comporte. Alors la question, Orphée refera-t-il passer le stisque à Eurydice dans la barque de Charon? Mais est-ce un grand risque? Est-ce que c'est si important finalement de tout conserver? Le monde nouveau a-t-il encore quelque chose à voir avec l'ancien? Et est-ce qu'après tout, quelques épaves ne nous suffisent pas? 2 ou 3 pièces de Sophocle, cela suffit, après tout. Et nous avons Platon et Aristote, et cela suffit pour la philosophie grecque. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire, eh bien, dans le 22e siècle, peut-être qu'on se suffira de quelques pièces de tel ou tel, et puis voilà. Et donc, c'est notre question. Et alors, si nous voulons y répondre, eh bien, il faut aborder mon deuxième point, c'est-à-dire le basculement des usages sociaux des archives. Parce que c'est ce qui peut nous permettre de répondre à cette question. Les usages des archives qui conduisent à leur garde et à la création d'institutions de conservation sont, on le sait, multiples. D'une façon classique, pour ma part, j'ai l'habitude de caractériser ces usages par 4 infinitifs. Prouver, se souvenir, connaître, s'identifier. Qu'est-ce que c'est que prouver? C'est prouver ses droits. Se souvenir, c'est se souvenir pour agir. Connaître, c'est connaître pour comprendre, répondre à une question. Et s'identifier, c'est pour se conforter soi-même et se placer dans la vie et dans la vie en société. Ces 4 usages ne sont pas arrivés comme ça d'un coup, ils sont arrivés progressivement. Chacun prime quand il apparaît ou donne moins d'importance à l'autre. Tout d'abord, ça a été la preuve juridique. Après la chute de l'Empire romain, la régression de l'écrit, eh bien, on a recommencé à établir des écrits simplement pour prouver des droits. Et ce sont d'ailleurs les institutions ecclésiastiques, et puis ensuite qui, jusqu'au XIe siècle, ont consigné leurs droits. Les donations, les ventes, les locations, tout ce qui pouvait fonder un droit. Mais cela représentait pas beaucoup de documents. Et c'est ainsi qu'ont été constitués les premiers chartriers. Et puis ensuite, on sont progressivement du chaos de la chute de l'Empire romain, se sont commencé à se dégager des États. Ville-État, par exemple, en Italie ou dans l'Allemagne du Nord. Principautés dans toute l'Europe, et royautés aussi. Et ces États se sont construits en utilisant l'écrit, et d'ailleurs avec l'aide des clercs, qui avaient la maîtrise
de l'écrit. Et à ce moment-là, l'écrit a été utilisé pour construire l'État, pour lui donner sa continuité. Et on a vu donc apparaître au XIe siècle les cartulaires, qui étaient des recueils de textes importants. Et puis on a vu apparaître l'enregistrement des actes et du courrier. En général, c'est la curie pontificale qui a mis en place ces systèmes qui se sont ensuite répandus partout. Et puis au moment de la Renaissance, il y a un troisième usage qui est apparu, et c'est le besoin de connaissance. Avec tout d'abord la réforme et la contre-réforme, le besoin de la critique des textes, et donc qui ont petit à petit amené à la création de cette discipline nouvelle et si importante pour les archives, qui était la diplomatique, avec dont Mabillon. Et donc, ça a été donc entre la charnière du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et puis le quatrième usage, mais il y en aura peut-être d'autres, mais enfin, pour ma part, aujourd'hui, j'en décèle 4, c'était celui de s'identifier. Il a commencé à apparaître à la Révolution française, au moment où il y a eu des changements sociaux considérables, et donc où, à la fois, on a eu besoin des personnes, le besoin de généalogie, de se resituer, de reconstruire des familles. Et puis aussi, et surtout, je dirais, il y a eu le mouvement romantique, avec le développement de l'histoire nationale, avec le Printemps des peuples, les révolutions de 1830, les révolutions de 1848, qui a abouti à ce mouvement, ce grand mouvement des nationalités en Europe, qui ont été cause de bien des guerres, mais autour desquelles donc se sont constitués un nouvel usage des archives, et cette fois-ci, c'est l'usage historique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on pense archives, on pense histoire, on ne pense pas droit, on ne pense pas gestion, on ne pense pas connaissance, on pense histoire, et à travers l'histoire, histoire nationale, histoire de l'identité. Mais donc voilà, si vous voulez, comment je dirais, ces utilités se sont construites. Or, on pourrait dire, elles pourraient comme ça continuer à se développer. Après tout, l'usage juridique continue, l'usage de la connaissance ou de la gestion continue. Donc cela pourrait très bien continuer. Mais aujourd'hui, nous avons donc une rupture des usages. Et donc cette rupture des usages, elle est à la fois quantitative et en même temps qualitative. Elle est quantitative avec un certain nombre d'éléments, là aussi, parce que nous les connaissons tous. Première rupture quantitative, la croissance de la population. 6 milliards, je crois, et demi d'habitants aujourd'hui. Il y a 50 ans, combien il y en avait? Donc il y a là mécaniquement une utilisation croissante de l'écrit et du besoin de l'écrit et du besoin des droits, de tous ces besoins. Ça explose de façon exponentielle. Ensuite, il y a l'intensification des échanges, c'est-à-dire que beaucoup plus que par le passé, il y a cette population qui s'accroît considérablement, mais cette population qui s'accroît aussi développe encore plus considérablement ces échanges. Il y a un siècle, je ne sais pas si je serais venu à Saint-Paulo faire une conférence, tandis qu'aujourd'hui, j'ai pris l'avion et Monsieur le Président, vous-même, vous revenez. Et donc, il y a un accroissement des échanges, les échanges de courrier, les échanges de courrier électronique, et donc qui va de pair avec la mondialisation. Troisième élément quantitatif, c'est l'allongement et la complexité des affaires. Avant, les affaires, ça se réglait en 2 ou 3 ans. Et aujourd'hui, quand on voit la moindre chose, enfin quand je dis la moindre chose, non pas la moindre chose, mais des choses importantes, mais il y a de plus en plus de choses importantes, eh bien il faut des années, il faut parfois des décennies pour les réaliser. Des grands projets ont mis des décennies à être réalisés. Et une fois qu'ils sont réalisés, il faut continuer à les assurer, à les entretenir. Alors bien sûr, l'exemple classique que nous avons tous en tête, c'est celui des centrales nucléaires. On va les construire, il faut les faire fonctionner. Et puis une fois qu'on les a démantelés, eh bien il faut pendant 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, peut-être plus, conserver les équipements, conserver tout cela, et puis les démanteler petit à petit au fur et à mesure qu'on arrive à réduire les radiations. Et ce que l'on voit d'ailleurs, c'est que toutes ces centrales, elles sont construites, elles sont gérées, elles sont animées, pilotées par des systèmes d'informatique. Et quand vous demandez aux informaticiens de ces centrales, vos archives, comment vous le faites? Ils disent, on les met sur du papier. Donc vous voyez, alors sur des endroits extrêmement sensibles, il y a des gens qui ont le sentiment de cette rupture, de ce changement.
ils y font attention. Mais je dirais c'est sur des points sensibles. Aussi, si vous demandez à des gens, par exemple, du CNES, le Centre de recherche spatiale français, qui lance des fusées pas très loin d'ici, toutes leurs archives, toutes les sondes qu'ils envoient, etc., eh bien, ils apportent un très grand soin à leur conservation parce qu'ils savent qu'il y a cette durée. Mais cette durée, nous le savons bien chacun d'entre nous, il n'y a pas que ces grands événements ou ces grands projets ou ces grandes actions. Toutes nos actions aujourd'hui s'inscrivent dans la durée. Nous pouvons être malades, nous pouvons avoir un certain nombre de choses, nous allons avoir nos dossiers qui vont nous suivre, etc. Et donc, et même ce que l'on pourrait dire, c'est que la durée de ce que nous faisons dépasse notre temps personnel de vie ou d'action. Alors qu'avant, on allait, il y avait une bataille, Charlemagne, puis après ça, c'était fini, puis ça recommençait. Donc des changements quantitatifs majeurs, mais aussi des changements qualitatifs qui concernent les archives. Avec la disparition de 2 barrières. Il y a 2 barrières qui sont tombées. Tout d'abord, la barrière chronologique. Quand je dis barrière chronologique, nous savons que, vous savez, il y a cette théorie qui a été formulée il y a longtemps par des archivistes français en 1841, qui disait qu'un document d'archive, dans un premier temps, il sert à l'usage des bureaux. Et puis quand il a fini de servir à l'usage des bureaux, eh bien, il va servir à l'histoire, il va servir aux familles, il va servir à d'autres administrations, il peut servir d'autres. Et donc, il faut aussi les garder. Et donc, ce qu'ensuite Theodor Schellenberg a théorisé en disant valeur primaire, valeur secondaire. Donc, il y a cet usage. Et donc, finalement, c'était assez facile. On pouvait dire, les archives, on va bien les conserver dans les bureaux parce qu'on en a besoin, et puis pour l'action quotidienne. Puis après, il y a la partie de l'histoire, et ça, c'est une autre affaire. Et on va le confier aux archivistes. Et puis, ça va fonctionner tout seul. Or, aujourd'hui, cette barrière chronologique est tombée. Elle est tombée pourquoi? Parce que je le disais à l'instant, l'allongement des affaires, une centrale nucléaire dont les papiers sont toujours utiles 3 siècles après, la valeur primaire, 3 siècles, ça fait beaucoup. Mais en même temps, la recherche historique aujourd'hui, avant, elle se cantonnait dans des périodes. On disait on ne peut pas faire d'histoire sur des périodes. On laissait aux sociologues le soin de s'occuper des périodes des personnes vivantes, et les historiens, c'était ceux qui s'occupaient des périodes où il n'y avait plus personne qui survivait. Or aujourd'hui, l'histoire contemporaine, l'histoire du temps présent, l'histoire immédiate se développe et fleurissent et ont besoin des documents contemporains. Et donc nous voyons que ces barrières qui avaient aidé à structurer la conservation, l'organisation des archives, eh bien, ces barrières tombent et donc il faut penser autre chose. Et puis, il y a aussi la question de typologie. C'est-à-dire qu'on avait des documents, et ces documents, alors je vois qu'ici dans l'assistance, il y a des personnes qui réagissent quand je parle de typologie. Il y avait des documents, mais je dirais par exemple un acte notarié, il avait sa valeur juridique. Bon. Et puis une comptabilité, elle avait sa valeur de gestion, etc. Et donc les documents étaient un peu cantonnés dans un usage. Or aujourd'hui, là encore, cette barrière tombe. C'est-à-dire qu'un même document peut servir à plusieurs usages. Alors ça, les historiens le savent depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui, là encore, devient beaucoup plus général, beaucoup plus massif. Et je raconte souvent cette histoire qui m'était arrivée quand je dirigeais les archives de l'INA, où un jour, j'avais reçu une lettre d'une personne qui était un intermittent du spectacle, je le raconte dans mon livre, et qui m'avait écrit en me disant je vais partir à la retraite, et il faut que je reconstitue ma carrière, et je n'ai rien gardé. Et les sociétés d'audiovisuel ou autres qui m'ont employé ont disparu. Et donc je ne peux rien faire, c'est dramatique. Il me disait, vous avez les archives des émissions. Si on regarde les émissions, eh bien on pourra voir, j'étais dans tel orchestre, et les dimanches après-midi, sur telle chaîne, tous les dimanches après-midi, on peut me regarder, c'est moi qui soufflais dans le saxo, on peut regarder, et vous pouvez attester. Voilà. Et vous voyez cette chose inattendue, ou quelque chose qui est simplement un spectacle, et va servir de preuve et va servir à une personne à fonder ses droits. Donc, abolition, et donc on ne peut pas dire que tel document, eh bien, on n'a plus besoin de preuves, donc il ne sert plus à rien. Donc nous sommes dans une grande incertitude sur la conservation des documents. Alors, quelques exemples. Je disais tout à l'heure, les espaces, nous sommes de plus en plus tributaires
de l'écrit. Nous lui confions de plus en plus de choses. Alors je vais donner un exemple, excusez-moi, c'est parfois des anecdotes, mais mon beau-père est corse. Bon. Et puis un beau jour, il voit une personne qui vient le voir et qui lui dit, voilà, je viens vous apporter de l'argent pour la location de... Il me dit, je ne suis pas au courant. Il dit, si, à la mairie. Bon, il se trouve qu'on lui a dit qu'il possédait avec la mairie d'une ville corse au bord de la mer toute une pinède. Bon. Et une personne a voulu installer un tennis. Donc elle est voir la mairie lui a dit, oui d'accord, mais il faut donner en location tant à monsieur un tel. Alors il est venu et tous les ans, cette personne, depuis 30 ans, apporte de l'argent à mon beau-père pour la location du tennis. Mais où est l'acte? Où est le document? Il n'y en a pas. Alors c'est pour ça, parmi les choses en Corse, ça a été décidé il y a quelques années que maintenant on allait tout inscrire. Mais jusqu'à maintenant on a recherché, on sait, la mairie sait qu'on possède en commun, enfin on possède, mon beau-père possède en commun avec elle ce terrain, on ne sait pas. Mais où est l'acte? Où est le document? On ne sait pas, c'est la tradition. Il y a des gens qui viennent, qui disent, ben voilà, vous avez ça, c'est à vous. Bon, mais où est l'acte? On ne sait pas. Alors ça, c'est une particularité corse. Vous savez qu'en France, là, il y a beaucoup de particularités en Corse. Hein. Mais voilà. Et alors, il a été décidé, normalement, en 2010, tout doit être mis sur des documents. Mais déjà, le gouvernement étudie une nouvelle loi pour faire en 2015 ou 2017, parce qu'on n'y arrive pas. C'est trop compliqué. Donc, on voit bien que l'écrit s'impose partout. Il s'impose partout parce qu'il est nécessaire. On trouve comme ça dans des endroits des espèces de traditions, mais qui recule toujours plus devant l'usage de l'écrit. On se trouve aussi aujourd'hui dans le cas de la preuve dans des problèmes de judiciarisation de la société. C'est un néologisme, je ne sais pas s'il est employé Bon, on est confronté à ce phénomène et tout donne lieu à des procès. Il faut toujours prouver les choses. Je vais encore vous raconter une histoire. Il y a quelques années, dans une école près de Paris, il y avait un jardin d'enfants. Et la même année, il y a 4 enfants qui avaient 2 ou 3 ans qui meurent d'un cancer. C'est une histoire épouvantable. La presse fait des articles. Et on dit, mais comment ça se fait, cette école? Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, on découvre qu'il y avait avant qu'on construise l'école, il y avait une société, Kodak pour ne pas, qui avait là son laboratoire de traitement. Et alors, toute la presse, tous les médias, on se met à dire c'est affreux, c'est épouvantable, Kodak, il faut... Bon. Mais on disait simplement parce que Kodak avait... Mais quelle preuve avait-on? Alors, on s'est mis quand même à faire des études sérieuses. Alors, on s'est rendu compte que ces enfants qui étaient morts, c'était affreux, mais ces enfants qui étaient morts, ils étaient arrivés dans cette école cette année-là. Et puis que, par exemple, ils venaient de 4 endroits différents. Que dans certaines familles, il y avait des antécédents, etc. Et on a pu démontrer, grâce aux archives, et aux archives cette fois-ci des personnes elles-mêmes, que finalement la société Kodak, qui avait été jetée au pilori, n'était pour rien dans cette affaire. Et que donc il y avait toutes les apparences, avec aujourd'hui la pollution, toutes les apparences, ce ne pouvait être qu'elle, la coupable. Et les archives permettaient de rétablir la vérité et donc la justice. Et donc on aura de plus en plus besoin de ce genre de choses avec une société qui demande de plus en plus de preuves. On le voit bien avec, par exemple, le développement des maladies professionnelles qui apparaissent très tard. Aujourd'hui, on voit les questions de l'amiante, ou les questions des radiations, etc. Pour les problèmes, pour les questions, il en est de même, par exemple, pour les questions de gestion. Les questions de gestion. Les étudiants, d'habitude, là, nous sommes entre universitaires, Monsieur le Président. Bon, les étudiants, il y a 30 ans, 50 ans, d'abord, il y en avait beaucoup moins. Et puis ces étudiants, ils passaient 3 ans, ils passaient une licence. Très peu faisaient des doctorats. Aujourd'hui, la masse des étudiants s'est considérablement accrue. Ils font des études, et maintenant avec le système du licence, master, doctorat en France et dans toute l'Europe, donc ça se multiplie. Cette possibilité fait qu'avant un étudiant, il faisait toutes ses études dans une seule université. Maintenant, il va à gauche, il va à droite, il va un semestre ici, un semestre là. Donc vous voyez la nécessité de gérer des archives. J'ai un étudiant qui est allé passer un semestre dans l'université de Londres, il est revenu. Les notes qu'il avait eues aux examens à l'université de Londres
nous les avons comptabilisées à la place des notes que nous aurions dû lui donner s'il était resté. Tout ça, il faut le gérer, il faut le conserver, et aussi bien l'Université de Londres que nous, l'École des Chartes. Donc il y a ça. D'autre part, donc il y a un accroissement de la masse, un allongement de la durée des études, une complexité des archives plus grandes, des études plus grandes, puis il faut qu'ils fassent maintenant des stages. Alors, ils font des stages à l'étranger, etc. Il faut suivre tout ça. Aujourd'hui, ici, on prend des personnes, on valorise les acquis, c'est-à-dire l'expérience professionnelle, ça fait partie des choses, ou des personnes qui interrompent leurs études et qui les reprennent. Mais tout ça, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Et on voit derrière donc la masse énorme d'archives que cela génère, qu'il faut conserver et qu'il faut gérer. Alors, il y a aussi le problème de la connaissance. Le problème de la connaissance, je ne sais pas, dites-moi, ça va ? Bon. Le problème de la connaissance, nous sommes face, et ça aussi c'est quelque chose qui est totalement nouveau, nous sommes face à un phénomène d'accumulation des savoirs qui se trouve aujourd'hui dans tous les documents. J'ai dit qu'aujourd'hui, il n'y avait pas des documents qui avaient une fonction ou une autre. Tous les documents peuvent servir à toutes les utilités. Et donc tous les documents peuvent nous permettre d'approfondir nos connaissances. Et pas seulement nos connaissances historiques. Longtemps, les sociologues, les économistes, les urbanistes ont utilisé les archives. Mais aujourd'hui, nous savons que toutes les disciplines utilisent et ont besoin des archives. Par exemple, les généticiens, eh bien, lorsqu'ils étudient des maladies orphelines ou des choses de ce genre, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de retrouver les dossiers médicaux des parents, des grands-parents, si c'est possible, pour essayer de voir, de comprendre les phénomènes. Bon. Les entreprises, de plus en plus, vont valoriser toutes sortes d'inventions qui font partie de leurs actifs. Et on voit, par exemple, une institution, je dirais, scientifique et technique, le Bureau de géologie et des mines en France, qui vient de publier une carte des risques sismiques dans la France. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a envoyé des ingénieurs qui, pendant plusieurs années, sont allés dans toutes les bibliothèques, dans tous les dépôts d'archives, et ont recensé pour tous les lieux, et parfois on remontait au Moyen-Âge, chaque fois qu'on décrivait qu'il y avait un phénomène sismique, un éboulement, un tremblement de terrain, etc., qu'on a déniché dans des chroniques, qu'on a déniché dans des vieux documents, partout, dans les registres de catholicité des curés pour les baptêmes qui mettaient aujourd'hui, il y a eu... Bon, ou non. Et ils ont compilé toutes ces données. Ils ont pu déterminer une carte, d'ailleurs, qui est publiée maintenant, extrêmement précise, qui indique les failles, donc sur plusieurs siècles, qui indique les endroits où il y a eu des phénomènes, les endroits où il y a des risques, les endroits où il ne s'est jamais rien passé, les endroits, au contraire, où il se passe souvent des choses et où c'est très dangereux, etc. Et donc, nous voyons que, finalement, ces archives, qu'on pouvait dire sans intérêt, nous voyons qu'aujourd'hui, dans des préoccupations que nous avons, parce que ça, c'est important, les problèmes d'urbanisation, est-ce qu'on va construire des villes sur des endroits qui représentent des risques ? On va lancer des lignes de TGV, on va construire des ponts, on va construire des centrales nucléaires. Il faut le connaître, tout ça. Donc nous en avons besoin. Et donc tous ces documents qui nous paraissaient sans intérêt, eh bien voilà qui prennent tout d'un coup une valeur et un intérêt que nous n'aurions pas pu imaginer il y a même 10 ou 15 ans. Et je pense que ça ne va cesser de se développer. Et donc nous sommes entrés... Pourquoi ? Parce que nous avons les outils. Il faut dire les choses. Nous avons les outils, nous avons les ordinateurs, les capacités de traitement qui nous permettent de le faire. Mais c'est la même chose pour la météorologie, et les travaux de Leroy-Ladurie sur l'histoire du climat, où en prenant justement tous les relevés, eh bien, on peut faire ce genre d'études. Et donc les capacités que nous avons de traiter l'information rendent possible des exploitations nouvelles et des exploitations de plus en plus scientifiques des archives, et même des archives, je dirais, les plus littéraires. Voilà. Et puis, quatrième rupture dans les usages, donc vous voyez, nos usages traditionnels sont chaque fois bouleversés. Eh bien, c'est celui des identités et du lien social. Les bouleversements que connaît la société actuelle, les grandes mutations, les besoins de mouvements de population, déracinement des familles, changements économiques, changements sociaux, mouvements migratoires pour toute raison,
eh bien, font que, je dirais, les individus ne sont plus, comment dire, identifiés comme il était autrefois. Je raconte aussi cette histoire quand j'étais enfant dans un petit village du Midi. J'étais là et puis j'écoutais. Il y avait les femmes qui parlaient avec ma mère qui n'était pas de ce village et qui racontaient dans la maison de mes ancêtres des choses sur la famille. Ah, ça c'est le portrait d'un tel, il était comme ci, il était comme ça. Moi, quand je me promenais dans les rues, ah, toi tu es un petit un tel, tu ressembles à ton arrière-grand-père, etc. Il faisait comme ça. Bon. Et tous, chacun d'entre nous, alors je ne sais pas si c'est la même chose au Brésil, dans les villages ou dans les petites villes, mais on était connus, on était identifiés, et sans le savoir, on acquérait une culture et une identification de soi, de sa famille, dans un terroir, dans une histoire, dans des traditions, etc. Or, aujourd'hui, ça c'est complètement fini. Mes enfants ne connaissent pas. Bon, moi j'étais à Paris. Mes enfants sont nés à Paris. Et puis, bon, alors de temps en temps, on va en vacances. Mais en plus, on va en vacances chez moi et chez ma femme, donc en Corse, bon, là, dans la Pinette. Bon. Donc ce qui fait que, bon, finalement, je dirais, où se trouve leur identité. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ce phénomène personnel, mais qui est celui de, je dirais, 90% des Français. Hein. Eh bien, quelle a été la conséquence de cela? C'est que les gens ont senti le besoin, eh bien, de retrouver une identité qu'ils n'avaient pas. Alors moi, je ne sais pas comment les choses se passent, parce que pour moi, c'est une interrogation. Moi, savoir, c'est que dans un pays qui est formé d'immigrants, je pense que les problématiques sont tout à fait différentes. Mais je pense qu'en Amérique, mais je pense toujours vous avez, beaucoup d'entre vous ont des racines en Europe ou en Asie. Bon. Mais je dirais pour nous, c'est une chose qui est extrêmement importante. Et on voit des problèmes sociaux, des jeunes qui n'arrivent pas à s'identifier, toutes sortes de problèmes. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a vu les gens, depuis une vingtaine, trentaine d'années, se précipiter aux archives, non pas pour faire des recherches historiques, non pas pour connaissance, simplement pour se connaître, pour s'identifier, reconstituer leur généalogie, leur histoire, puisque personne n'était plus là pour le leur dire. Leurs parents étaient loin, leurs parents passaient leur temps à voyager, ne leur racontaient pas les histoires de famille, etc. Donc, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, et donc, il y a eu un développement extraordinaire, ce qui fait qu'aujourd'hui en France, mais ce que je dis pour la France, c'est valable pour l'Europe, il n'y a plus de chercheurs qui viennent aux archives pour faire leur généalogie. Donc, pour un besoin, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, donc ce besoin d'enracinement a dépassé le besoin historique, et aujourd'hui, il le supplante quantitativement. Et c'est un besoin social, c'est un besoin de lien social. Mais ça ne concerne pas que les individus, ça concerne aussi les groupes sociaux qui font leurs histoires, ça concerne aussi les entreprises. Je cite le cas de l'entreprise, par exemple, Saint-Gobain, qui a, je crois, des usines, des filiales ici au Brésil, qui est une très grande et très ancienne entreprise française, et qui s'est développée au cours du temps. Elle a été fondée par Colbert et Louis XIV, donc en 1660. Et donc, elle a une longévité extraordinaire. Et comme vous savez, elle fabrique du verre. Mais au XIXe siècle, pour fabriquer du verre, on avait besoin de la soude. Et au XIXe siècle, il y a eu un moment où elle faisait autant de chimie, et autant de production de soude et de produits chimiques que de verre. Et il y a eu un moment où elle a pu hésiter. Et puis à un moment, elle a décidé elle s'est lancée dans le verre. Les gens de Solvay, qui est une entreprise suisse bien connue, étaient venus en disant « rachetez-nous ». Et le conseil d'administration a délibéré, a dit non, finalement, on garde le verre. Bon. Et donc c'est pour ça que Solvay n'a pas été racheté, mais a bien continué sa vie ensuite. Et donc il y a quelques années, Saint-Gobain a eu à faire une grande crise. Et il a décidé de fusionner avec une autre grande entreprise française, très traditionnelle, mais avec une tradition tout à fait différente, qui était Pont-à-Mousson. Il y avait le fer, il y avait la fonte. Alors c'était deux métiers du feu. Mais ce qu'il y avait, c'est que dans ces deux entreprises, il y avait, j'en ai visité des deux, et puis l'archiviste de Saint-Gobain est un ami de très longue date. Et donc il y a eu un problème. Vous savez qu'une fusion sur deux dans l'entreprise est un échec. Échoue et ça se passe pas bien. On voit en ce moment Alcatel et Lucent, par exemple, ça se passe pas très bien.
Bon, alors il y en a qui réussissent. Et il y avait eu déjà un projet de fusion de Saint-Gobain avec une autre entreprise qui n'avait pas fonctionné. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait l'histoire, on a regardé dans les archives, on a regardé quelles étaient les racines. Et on a vu que ces deux entreprises, finalement, dans le fond, elles faisaient deux métiers en apparence différents, mais elles avaient la même philosophie. Et donc, cet ami a fait un livre, d'ailleurs, sur l'histoire de Saint-Gobain et de Pont-à-Mousson. Il a montré... Et on voit aujourd'hui qu'on développe ce qu'on appelle la culture d'entreprise, qui n'est pas seulement une culture technique aussi, mais qui est en quelque sorte les valeurs morales de l'entreprise. Et ce sont deux entreprises, par exemple, où la valeur du travail est très grande. Et par exemple, dans d'autres entreprises que j'ai pu visiter, où ils m'avaient demandé de voir pour leurs archives, par exemple, à l'époque, c'était l'aérospatiale, je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle Thales. C'est ceux qui ont fabriqué l'Exocet, je parle vite. Et qui faisaient ça. Et eux, ils ont... Et quand je les avais vus, et je parlais avec les gens, mais il y avait une culture d'entreprise extraordinaire dans cette entreprise. Et eux, c'était... Le résultat, ils m'ont raconté des histoires où ils étaient associés avec des gens et puis qui leur ont fait faux bond. Ils avaient pris un engagement et ils se sont arrangés pour le tenir, quoi qu'il coûte. Donc il y a comme ça des sentiments. Et toutes ces entreprises ont besoin, et il est très intéressant de voir que cette initiative de s'intéresser à la culture d'entreprise, ce n'est pas en général les directions, c'est exception que ce soit les directions générales qui en prennent l'initiative. En général, qu'est-ce qui en prend l'initiative ? Ce sont les comités d'entreprise, c'est-à-dire les organismes formés par les représentants des syndicats des travailleurs, et qui sentent qu'il y a des mutations à faire et qu'il faut bien se dire qui nous sommes avant d'affronter l'avenir. Donc voilà des problèmes qui, évidemment, ne se posaient pas il y a quelques années et qui se posent de façon très considérable. Et on pourrait dire la même chose pour les pays, mais il faut que je m'avance parce que je suis trop long. Donc ce dont nous nous rendons compte, c'est que partout, les archives sont le recours à des problèmes de société de tous ordres. Et j'aurais pu en énumérer d'autres, et vous-même, tout ce qui concerne le droit des gens, et je dirais et la démocratie, tout ce qui concerne la gestion de la société elle-même, et qui aujourd'hui prend la forme de l'écologie, la société de la connaissance, dont les outils modernes, avec tous les risques que j'ai indiqués, et dont il faut tenir compte, mais en même à côté de tous ces risques, toutes les potentialités qu'elle offre. Mais si nous perdons notre mémoire, comment pourrons-nous utiliser ces potentialités ? C'est ça le problème d'aujourd'hui. Et puis cet enjeu considérable, cet enjeu qui est le lien social, qui est la paix sociale, l'unité sociale, qui est la préoccupation de tous les gouvernants et de tous les pays. Et donc chaque fois, on est au cœur de ces problèmes. Et donc, qui peut répondre à ces besoins ? Eh bien, par une politique des archives. Si ce n'est les États, et j'en arrive à ma troisième partie, mais je crois que j'étais trop long. Ça va ? Vous me dites, Bon. Alors, ma troisième partie, c'est le bousculement des États, c'est la rupture des États. Nous vivons aujourd'hui, là encore, je ne fais que rappeler des choses que nous connaissons tous, nous vivons des changements considérables dans le monde et qui affectent les États eux-mêmes. Et face aux problèmes que je viens de décrire, est-ce que nous pouvons dire avec certitude que le marché peut s'en charger, que le marché peut régler tous ces problèmes à moindre frais, à moindre risque ? Est-ce que nous pouvons le dire ? Vous savez, je raconte une histoire toujours, je m'excuse de faire la publicité pour mon livre, mais vous le connaissez aussi, c'est l'histoire de la NASA. Vous savez, il y a la conquête de la Lune, et il y a toutes sortes d'enregistrements qui sont faits. Et la NASA confie ses archives aux archives fédérales des États-Unis. Et donc ces archives sont conservées. Et puis il y a de cela, je ne sais pas, 4 ou 5 ans, la NASA a décidé de récupérer ces archives. Donc elle dit aux archives fédérales des États-Unis, on vous a déposé des archives, nous allons les récupérer. Ils récupèrent les archives. Et maintenant on ne sait plus où elles sont. On ne sait pas si elles ont été détruites, on ne sait pas si on les a égarées, on ne sait pas où elles sont. Alors, ce n'est pas toutes les archives, c'est une partie des archives. Mais vous voyez bien que là, ça pose un problème. Là, la NASA, c'est quand même pas n'importe quelle institution. Elle confie
à l'État le soin de conserver ces archives. Elles ont été conservées pendant 20 ans ou 30 ans, et là, en 3-4 ans, elles se sont évaporées, elles ont disparu. Ça doit quand même nous amener à réfléchir. Et donc le problème que nous avons, c'est que aujourd'hui, nous avons les États qui, dans un certain nombre de leurs attributions, sont remis en cause par la mondialisation. Et c'est quelque chose d'important, parce que si nous regardons bien, l'écrit de temps immémorial a toujours accompagné le développement des États. Vous vous souvenez, je vous ai dit la renaissance de l'écrit au Moyen-Âge, avec la formation des villes-États, des principautés, etc. Et donc, elles ont été les instruments de la construction des États et de leur pérennité. Et tous ces États de l'Antiquité, Mésopotamie, Égypte, etc., se sont constitués parce qu'il y avait une armature administrative, et cette armature administrative reposait sur des archives. Alors il y a eu des événements extérieurs qui sont arrivés, des catastrophes diverses, des guerres, et les civilisations ont disparu, hein, mais elles n'auraient pas pu se développer sans les archives. Et il en est de même, je parle beaucoup de l'Europe, mais on pourrait parler du Japon, on pourrait parler de la Chine, on pourrait parler des États arabes. Et en général, on constate aussi que quand il n'y a pas une catastrophe, la décadence des États s'accompagne aussi souvent d'une décadence de l'écrit. Elle ne la précède pas, mais en quelque sorte, elle la suit. Et la renaissance des États s'accompagne de la renaissance de l'usage de l'écrit et de sa conservation. Il y a un chercheur anglais, Jack Goody, qui a écrit des choses très pertinentes sur la question. Parce que l'écrit permet le contrôle des hommes, le contrôle des territoires, la collecte des impôts, le financement des moyens, les actions de grande ampleur. Alors à la fois, comme toujours, c'est à la fois l'instrument le meilleur et le pire, tout dépend ce que l'État va en faire. Hein. Mais il ne pourrait pas y avoir d'État, il ne pourrait pas avoir de sécurité sociale, il ne pourrait pas y avoir s'il n'y avait pas toutes ces organisations. Et donc les États ont besoin des archives pour perdurer, les sociétés modernes complexes ont besoin des archives pour fonctionner. Et donc aujourd'hui, nos États, tout au moins en Europe, sont déstabilisés pour différents phénomènes. J'ai parlé de la mondialisation. Ils ont été un peu entachés d'une sorte d'illégitimité auprès des populations à la suite des conflits mondiaux, les États-nations. Cela, auprès d'un certain nombre de personnes, il y a eu une espèce de suspicion qui s'est élevée sur leur rôle. Et donc, ils ont perdu une partie de leur légitimité. Puis aujourd'hui, ils sont confrontés à des problèmes, à des questions sociales, des questions de mutation économique, d'adaptation à la mondialisation. Et ils voient qu'ils ont beaucoup de difficultés. Et donc, là aussi, que fait l'État? Quel est le rôle de l'État? Assurer le droit et la justice pour tous, l'ordre intérieur et la police. Pas la police avec les bâtons et les casses, mais la police, comme on disait autrefois, la vie de la cité, la vie de la communauté, la citoyenneté, l'égalité et la solidarité, la défense des intérêts des citoyens et le progrès. Et donc tout cela, tous nos États sont déstabilisés et fragilisés. Mais nous voyons bien aussi qu'il faut qu'ils s'adaptent. Et ils doivent trouver, comme ils ont trouvé lorsqu'ils se sont reconstitués à la fin du Moyen-Âge, enfin plutôt au Moyen-Âge, après l'anarchie des temps de l'écroulement de l'Empire romain, ils se sont reconstitués en apportant la paix, en favorisant les échanges, les activités, la vie sociale. Et donc aujourd'hui, quelles sont les questions que la société pose, ou les sociétés posent aux États? Vous avez vu, j'ai mis mes questions au pluriel, archives au pluriel, mais État au pluriel aussi et société au pluriel. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment doivent-ils s'organiser? Comment doivent-ils jouer? Comment doivent-ils entrer dans la mondialisation? Et c'est vrai qu'ils ont de la peine parfois, et les États les plus anciens, plus que les États les plus jeunes, à changer, à s'adapter. Et ce qui est certain, c'est que même s'il y a un jour une gouvernance mondiale qui s'instaure, elle devra bien passer par des relais auprès des peuples. Et ces relais naturels, ce sont les États. Mais donc aujourd'hui, leur problème, c'est de retrouver un rôle. Et alors un rôle, il y a des rôles traditionnels qui restent. Mais il y en a justement de nouveaux.
garantir, je parlais de garantir les droits des citoyens, tout ce que je viens d'énumérer, toutes ces fractures dans la preuve, dans la gestion, dans la connaissance, dans l'identité, et avec l'exemple que je donnais de la NASA, qu'est-ce qui peut véritablement prendre tout ça en charge en développant des compétences, des moyens, des responsabilités nouvelles, si ce n'est les États, ça ne va pas se... Alors, des associations, des syndicats, des partis peuvent intervenir, susciter, être un ferment. Mais ensuite, qu'est-ce qui va l'organiser, qu'est-ce qui va le réguler? Sinon, les États. Et donc voilà toutes ces remises en cause radicales qui se produisent et qui font que nous voyons bien qu'il y a des archives, elles sont menacées, mais le fait qu'elles soient menacées par les changements actuels, ce n'est pas anodin. C'est une mutation, c'est une rupture grave. Et c'est une rupture grave parce qu'il y a des enjeux sociaux considérables qui sont en train de se développer, qui ne sont pas les enjeux sociaux d'autrefois, et que finalement, là, il y a aux États un rôle à jouer. Et il y a donc une énorme tension qui existe dans les sociétés. Elle accapare les énergies et empêche de prendre le recul nécessaire. Aussi, les problèmes fondamentaux, comme ceux des archives, sont souvent laissés de côté parce qu'ils ne sont pas dans l'actualité immédiate, au bénéfice du court terme. Les basculements dont nous avons parlé, les supports, les usages, les États, ne sont pas perçus comme vitaux par les États. Et donc, est-ce que nous n'allons pas vers, cette fois-ci, une nouvelle fracture qui serait celle de la mémoire? Il y aura des individus, des entreprises, des pays qui sauront gérer leur mémoire et leurs archives et pourront maîtriser leur avenir. Il y aura, je dirais, de nouveaux pauvres, à l'image des pauvres actuels, mais plus dramatiquement encore, sans papier, sans état civil, sans mémoire. Certains le sont déjà, impuissants et jouets des événements de la vie. C'est pourquoi on voit aujourd'hui certaines communautés essayer à toute force de se constituer des mémoires et des lieux de mémoire. Et on voit en France, en Europe, les mémoires de la Shoah ou des maisons de l'immigration, mais il y en a aussi en Amérique, etc. Mais une telle misère n'épargne pas, elle n'épargne pas les hommes, mais elle n'épargne pas non plus les États. Monsieur le Président, je vais en terminer, mesdames et messieurs. Nous avons tous à l'esprit l'annonce qui a été faite au début de l'été de ce qui s'est passé au Japon. 50 millions de dossiers de retraite numérique de travailleurs japonais ont été perdus. La démonstration est là. Gigantesque problème de supports numériques non suivis, non gérés. Incommensurables problèmes sociaux, des millions de personnes lésées, ruinées, spoliées, une immense injustice sociale. Un État mis en accusation par le corps social, alors qu'il n'y est peut-être pour rien, je ne sais pas, déstabilisé et qui va devoir reconstituer à grands frais ce qu'il n'a pas su faire, c'est-à-dire conserver à moindre frais. Quelle leçon pour nous tous que nous donne un pays des plus avancés dans la modernité. Les archives, toutes les archives d'un pays sont en train de devenir pour les États un des enjeux majeurs du développement des sociétés qu'ils ont la responsabilité de faire vivre dans notre 21e siècle. Ce problème est aussi, nous l'avons dit, je ne me suis pas étendu, est aussi un problème international. Mais les États ont-ils conscience que les archives, ce n'est pas un passé fini, mais un passé qui continue de vivre en nous? Orphée doit regarder devant lui pour affronter l'avenir. Mais il ne doit pas lâcher la main d'Eurydice, car sans elle, nous le savons, il n'a pas d'avenir. Je vous remercie. Como eu lhes disse, eu vou ter que... Está puxando? Eu vou ter que me retirar. Mas antes disso, eu gostaria não só de agradecer a exposição, mas de fazer um outro comentário a respeito do que nós acabamos de ouvir aqui. Por casualidade, eu estive faz 4 ou 5 dias numa cidade da Jordânia chamada Petras, que é uma coisa fascinante, porque, como toda a gente sabe, aquela região é uma região que teve muita importância na formação do conhecimento, da escrita e tudo mais. E foi descoberta
mais ou menos recentemente. A cidade foi redescoberta em 1812, redescoberta, né? E com muito trabalho arqueológico, foram construindo a vida dos povos que vinham da Península Arábica e que controlaram o comércio das especiarias da China, da Índia, não sei o quê, e se localizaram ali. E justamente marcaram sua presença, os grandes chefes, pelos monumentos, como sempre acontece. E pouco a pouco, ainda não se viu tudo, né? Vai precisar de mais um século para poder redescobrir. E é uma coisa fascinante, porque é uma região pedregosa, montanhosa, e uma espécie de canyon. E você entra naquele canyon, de repente se abre, e na pedra, cravada na pedra, escavada na pedra, né, um monumento. E outro, e outro, e outro. E é uma coisa enorme. E escrita. Por todos os lados se vê escritas de diferentes momentos da cultura, da evolução da cultura. Escritas em aramaico, escritas em várias outras maneiras de grafar. Mas ficou lá porque está na pedra. E agora, essa questão do Japão, que desapareceram 50 milhões de documentos. Eu, como sou péssimo, eu uso, mas eu não sou especializado em negócio nos meios modernos de informática, eu perco frequentemente. Acho que a humanidade não perde nada, mas eu perco coisas que escrevi. Uma vez eu estava escrevendo um livro que eu publiquei nos Estados Unidos, na Biblioteca do Congresso, e eu perdi um capítulo inteiro. E vieram todos os técnicos possíveis e imagináveis para olhar lá e tal, não recuperaram, está no espaço. foi para o céu, né? Então eu acho que se coloca realmente uma questão da numérica, realmente é o nosso desafio, mas é complexo, porque provavelmente vamos ter que desenvolver técnicas de documentação que façam referências duplas, não só aquilo que está digitalizado, mas a documentação em papel também, é algo mais sensível. Eu, depois de muitas perdas, agora eu copio tudo que eu posso. E assim, eu perco. Outro dia eu copiei tudo num pendrive. Fui para a Espanha, roubaram o pendrive. Perdi o trabalho. Então, realmente, a questão do desafio da sociedade contemporânea, de como é que registra, e o registro é cada vez mais importante, é imenso, né? E, por outro lado, aquilo foi mencionado, o órgão que normalmente registrava era o Estado. Nos países mais antigos, de formação estatal, como a França, isso é uma coisa quase natural. Nos Estados Unidos, eles fazem um grande esforço para o Estado ter algum papel. Bem, no Brasil, o Estado também, nós temos uma tradição de Estado que vem da monarquia portuguesa, né? Então, você tem uma certa tradição de documentação, de arquivos, etc, etc. Mas agora, eu acho que é o caso aqui, do arquivo nosso aqui, são organizações intermediárias, porque não é do governo, o governo dita algumas regras a respeito e não dá nenhum apoio. Nos Estados Unidos, as bibliotecas presidenciais, eu visitei recentemente, Daniel também, a biblioteca do presidente Clinton, lá em Arkansas, e o prédio custou 165 milhões de dólares, o prédio, um exagero, né? Mas, de qualquer maneira, mostra a disposição. Esse dinheiro foi privado. Agora, a manutenção disso, 165 milhões de dólares, custou o prédio, é uma obra, é só o que tem em Arkansas, um monumento. Quando nós descemos lá em Arkansas, eu digo, olha, cheguei ao interior de Mato Grosso, a mesma coisa, ou do Goiás, ele queima um clima e tal, mas um prédio monumental. Agora, tem a documentação, está lá, e digitalizada, tem muito audiovisual, você pode realmente interagir e tal. Agora, esta parte, o orçamento federal americano dá o dinheiro. Cada uma das bibliotecas presidenciais recebe entre 3 e 5 milhões de dólares por ano para manter. Aqui, outro dia nós conseguimos, pela Lei Rouanet, um pequeníssimo recurso de uma agência estatal, que é de uma empresa que desconta o imposto de renda como todo mundo, quase que deu problema. Como se fosse uma coisa irregular, você usar dinheiro de uma empresa, do lucro da empresa do governo, para tratar de uma parte de um arquivo presidencial. Isso já se transforma num quase escândalo, porque não há tradição de realmente entender que é importante, não é para a pessoa, é importante para
enfim, para a própria sociedade, para a história, etc, etc. Então nós temos que incentivar formas, digamos, com algum controle, tem que ter, sobretudo documentos oficiais, tem que ter controle estatal, mas formas também de cooperação, de esquemas de apoio privado para que se possa preservar. Eu não tenho certeza do que vou dizer, mas eu acredito que uma boa parte dos arquivos presidenciais do Brasil se perdeu. Boa parte. Eu não sei onde estão os arquivos do presidente Jânio Quadros. Sempre me disseram que estavam lá na fazenda, você sabe? Desaparecido. Ah, pois é. Diziam que estava lá, mas alguém viu? Conceição de Mata Dentro. Conceição de Mata Dentro, uma coisa privada. Quanto? 5. Nós tínhamos 1000 aqui. Nada. 5 caras desapareceu. Não existe. Não é? Um homem que teve um papel, pode discutir o papel dele, mas qualquer marcou. Fez uma opção de coisas aí estrambóticas. Fez. Né? Ficou na casa de um amigo, um secretário particular dele. Né? O presidente Itamar, quanto eu saiba, botou num depósito lá em Juiz de Fora, porque não tem recurso para cuidar. Aqui, graças ao CPDOC, que é um órgão da Fundação Getúlio Vargas, muita coisa se salva, sobretudo pela história oral. Mas isso estamos nos referindo a presidentes, imagina o resto. Uma vez eu fazia pesquisa de questão de escravidão, uma companheira minha chamada Maria Silva de Carvalho Franco. E nós, de repente, encontramos aqui num bairro de São Paulo, na Lapa, um arquivo imenso, mas imenso, com toda a sorte de informações sobre escravos em São Paulo. Sabe-se que depois da abolição houve uma ordem para queimar as documentações sobre escravos. Mas sobrou muita coisa. Era um galpão enorme, e nós, para trabalhar nesse galpão, tínhamos que botar máscara, luva, porque era rato para todo lado e tal e coisa. E eu não sei o que foi feito dessa documentação. Deve ter desaparecido também. Então, eu acho que é uma coisa realmente muito importante que se insista nos aspectos que foram aqui mostrados, que não se trata só de um interesse limitado, ou mesmo que seja pessoal ou histórico. Não. Isso pode tem consequências que não se sabe hoje, não se pode prever, que podem ser muito sérias. Vou dar, e finalizo com isso. Um exemplo de questões atuais do Brasil, que dependem de documentação. A nossa Constituição, nova, de 88, assegurou direitos aos indígenas. E assegurou direitos também aos escravos que fugiram e que se organizaram em comunidades mais ou menos isoladas, que eles chamam de quilombolas, eu não gosto do nome. Mas, enfim. Como é que se prova isso? Qual é a documentação? Não é? Algum tipo de evidência tem que haver, para saber como é que eu vou dizer que essa terra realmente foi originariamente ocupada por populações indígenas. Bom, tem que reconstruir. São os antropólogos, mas não só os antropólogos, muitas vezes não são as pessoas mais adequadas para o registro do passado, são adequados para outras coisas. Né? No caso dos quilombolas é mais complicado ainda. Eu sempre brinco que, olha, no Leblon, o quilombo era da minha família. Porque, na verdade, que é uma parte boa do Rio de Janeiro, porque, na verdade, não há uma definição assim, como é que você vai registrar? Né? Há uma região do Rio de Janeiro, na Marambaia, que hoje é da Marinha, eu gostava muito de passar as férias lá, e é preservada, mas tem famílias que moram lá. Bom, nesta região, no passado, havia o desembarque de escravos, porque o comendador Breves, que era um homem importante no século XIX, ilegalmente importava escravos por lá. É provável que muitos escravos tenham fugido por ali. Então agora está havendo uma reivindicação de quilombos naquela região. Eu não sei se houve quilombo no sentido típico, mas deve ter havido a área habitada por escravos. Como é que se resolve isso? Né? Enfim, de fato, isso são problemas que vêm de séculos atrás, mas que aparecem com muita força nos dias de hoje. Eu me desculpo enormemente, mas realmente eu tenho outros compromissos. Nos veremos amanhã, se eu puder. Muito obrigado. Muito bem. Vamos abrir um debate, vamos ter perguntas para o professor Delmas. Eu aguardo
alguma... Quer? Bom, eu provavelmente devo ser dos poucos aqui que não apenas não sou um especialista em arquivos, como pouco entendo de arquivos, mas para dar aqui o pontapé inicial na conversa e no debate, eu vou arriscar algumas perguntas, né? Que são basicamente as seguintes. Toda a atividade de arquivar documentos, de guardar documentos e conservá-los, e a Daniela aqui vai me olhar com cara feia, porque é típica intervenção de quem tem formação de economista de alguma maneira. Tem um custo, né? Isso tem um custo, né? Tem um custo para o contribuinte, tem um custo eventualmente para as empresas, né? E esse custo, pelas razões que o senhor mesmo apontou, de mudanças tanto no sentido qualitativo, mas sobretudo quantitativo, da quantidade de documentos que passa a ser relevante arquivar e preservar, esse custo tende a ser crescente, a menos que a tecnologia avance de tal modo que vá reduzindo este custo. Mas no panorama que a gente consegue enxergar, você tem custos crescentes de armazenamento de documentos. Para contar aqui também a minha pequena historinha. Conversando com uma empresa multinacional cujo o core business é exatamente fazer storage de documentos, fazer armazenamento de documentos, sobretudo para empresas de seguro da área de saúde, do sistema de saúde. Hoje, pela lei brasileira, as exigências para que os hospitais, postos de atendimento, etc., guardem os documentos relativos à história médica de uma pessoa são muito grandes, né? Se for cumprida a lei, acho que tirou a primeira radiografia do pezinho, tem que guardar aquilo por prazos longuíssimos, né? Estou contando essa historinha porque, em algum momento, se coloca como uma questão de política pública relevante o que se deve guardar, né? E essa, de fato, é uma discussão muito, muito complicada. A minha pergunta, para ser objetivo, no Brasil, essa discussão não existe, né? Isso não é um tema do debate público, não é um tema de uma política do Estado Nacional. Agora, eu presumo que este deva ser um tema importante num país como a França. E eu gostaria de entender se de fato em que nível que essa discussão se dá, se o Congresso tem uma participação relevante, se a sociedade intervém nesse debate, e se em torno dessa discussão de custos e relevância se constroem posições, né? Posições de natureza político-ideológica, se isso é um tema que, de alguma maneira, organiza o debate na França. Uma última coisa, pedindo licença, só para ser muito breve, de novo dizendo que eu não entendo nada disso, esta questão, o senhor mencionou logo ao início que possivelmente jamais na história da humanidade se contou com um suporte tão instável quanto o suporte eletrônico, né? Ainda que seja muito épouvantável o exemplo japonês, eu me pergunto se não há um certo exagero nessa afirmação, se não há uma dose de retórica nessa afirmação, porque hoje os mecanismos de segurança são cada vez maiores. Quando eu penso no papel, eu penso nos riscos de incineração, eu penso nas traças, eu penso, digamos, é um suporte muito perecível, né? Em que medida não há aí uma espécie de medo do futuro que não encontra justificativa real? Oui. Alors, là, vous avez posé plusieurs... attendez. Oui, vous avez posé plusieurs questions. Non, je ne pense pas vous avoir donné l'impression que j'avais une peur de l'avenir. J'essaie simplement
J'ai essayé, d'ailleurs je l'ai dit dans mon exposé, j'ai dit voilà toutes sortes d'interrogations que nous avons, et en même temps j'ai dit je pense que le marché va répondre, je pense que qu'on nous adapterons, que les coûts vont baisser, que l'on va s'adapter. Simplement j'ai dit il y a un espace. Et je pense que dans toutes justement ces changements de support, d'écriture, de civilisation, de langage, tout ça, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais tout ça se combine plus ou moins. À ce moment-là, il y a des déperditions énormes. Et donc je dis, nous vivons une période où le risque de déperdition et de tout le savoir accumulé est considérable. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne mets pas en cause le fait que j'ai dit que je croyais tout à fait que l'on arriverait à surmonter ce problème. Simplement, pour le moment, on est entre deux mondes. Donc ça, c'est là. Donc pas de peur, pas de millénarisme, catastrophisme, etc. Non, je suis optimiste foncièrement. Alors, l'autre problème, c'est le problème du coût. Le problème du coût, tout d'abord, je dirais que on trouve toujours que les archives, ça coûte trop cher. Quand on regarde bien, ça coûte pas cher. Là aussi, il y a des études, en particulier qui avaient été faites par toujours Électricité de France, qui a beaucoup travaillé sur ces questions il y a à peu près un quart de siècle. Et je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'ils avaient évalué dans le fonctionnement des frais généraux d'une entreprise, le coût de l'archivage, c'est 4%. Donc ce n'est pas très important. D'autre part, je dirais, c'est comme les assurances. Le coût des assurances, bon. Simplement, ça coûte cher. Ça coûte toujours trop cher, et puis c'est bon marché lorsqu'on n'en avait pas pris. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est la même chose. Et alors là, nous avons constamment, nous avons des exemples tous les jours de ce qui se passe. Bon, il y a un exemple que j'aime beaucoup parce que bon, j'étais dans ces pays. C'est l'exemple de ce qui s'était passé au Nigeria pendant la guerre du Biafra, où il y a eu toutes les infrastructures. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode, c'était il y a une trentaine d'années. Donc il y a eu dans le sud du Nigeria, une région très riche en pétrole, une ethnie qui s'appelait les Biafrés, qui se sont révoltés parce qu'ils trouvaient que l'État ne leur restituait pas suffisamment des royalties qu'ils touchaient de l'exploitation du pétrole. Donc il y a eu une révolte pour essayer d'obtenir l'indépendance. Il y a eu une guerre civile comme il n'en existe qu'en Afrique, épouvantable, effroyable, 1 million de morts, des millions de déplacés. Et ensuite, bon, il fallait panser les plaies, il fallait rétablir les choses. Et donc le gouvernement central a lancé un appel d'offres international pour reconstruire le pays avec financement, la Banque mondiale, etc. Or, il se trouve qu'une grande partie des infrastructures qui avaient été construites dans cette partie du Nigeria avaient été construites par une entreprise française, Dumez. Et donc cette entreprise avait tout étudié, elle avait conservé près de Paris dans un entrepôt, ce qui est normal, tous les plans de tout ce qu'elle avait fait. Et elle a soumissionné et elle a emporté le marché parce qu'elle a été 2 fois moins chère que les autres. Pourquoi ? Parce que là où une entreprise qui ne connaissait pas est obligée de refaire les sondages, il y avait un pont qui avait été dynamité, il fallait complètement le détruire. Mais si on l'avait construit, on voyait, on disait non, ça c'est bon, on peut le conserver. Et en faisant ainsi, donc ils ont obtenu le marché, et le gouvernement du Nigeria avait prévu que tout rentrerait dans l'ordre au bout de 4-5 ans. Et ça a été fait en 2 ans. Et moi, je me souviens à l'époque, j'étais dans cette région d'Afrique à ce moment-là, le gouvernement a dit formidable, il y a eu comme ça 2 ans avant, nous avons tout reconstruit, la paix est revenue, les gens ont pu rentrer chez eux. Hein. Mais s'il n'y avait pas eu les archives de Dumez, eh bien, ça aurait duré 5 ans, ça aurait été beaucoup plus grave. Et je dis, là, il y a eu une économie financière considérable. Mais l'économie sociale, l'économie humaine, et employer le terme économie est mal placé, mais ça ne se mesure pas. Donc, et politique aussi ne se mesure pas. Et donc, voilà, les archives, ça coûte toujours trop cher avant. C'est comme l'assurance. Voilà. Oui. Bom, primeiro, eu queria o Sérgio que podiam se apresentar. Esqueci no caso de Sérgio, porque
A gente não é exatamente em família. Faz sentido se Não apresentar agora, mas você sim. Bom, eu queria primeiro falar uma coisa com o colega, com o Sérgio. Sérgio, meu nome é Silvana, eu trabalho aqui no Instituto, sou responsável pela implantação do acervo do arquivo Fernando Henrique Cardoso, presidente Fernando Henrique Cardoso. E o Sérgio fez tantas ressalvas que ele não era arquivista, que ele não era, que eu só quero tranquilizá-lo, dizendo, quer dizer, que mesmo no Brasil, como na França, tudo, existem estudos, tanto no Estado como nas empresas públicas, em relação a tabelas de temporalidade. Quer dizer, existem, os arquivistas trabalham muito no sentido de avaliação da documentação, seja ela pública, seja ela privada, seja ela pessoal, no sentido de indicar o que deve ou não ser guardado e que, geralmente, quando um arquivo é bem gerido, é muito menos do que se pensa, quer dizer, porque sempre o arquivo produz documentos síntese, documentos que contam o fluxo das atividades, que dão testemunho desse fluxo das atividades, sem que se guarde quer dizer, se guarda normalmente uma fração, 10%, 5%, 3% da documentação produzida. A dificuldade é justamente entender o que está sendo produzido e para quê, para se ter segurança do que jogar. Agora, lógico que aqui, principalmente no Brasil, a gente tem uma carência de mais mão de obra especializada e tudo, a gente deveria ter isso numa escala muito maior. Mas talvez aqui nesse auditório hoje estejam presentes muitas pessoas que são responsáveis pela boa gestão de muitos arquivos públicos e privados aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Campinas, etc. Agora, uma pergunta para o professor Delmas, quer dizer, se é tão claro essa necessidade de arquivo, se ela é tão clara, por que nós, como arquivistas, e eu, particularmente, que trabalho não só em instituições públicas, como instituições privadas, e nessa instituição aqui, que, como disse o titular do acervo, ela é um pouco pública e um pouco privada, por que nós temos tanta dificuldade para exigir, vamos dizer, que os gestionários das instituições assumam a sua responsabilidade? O que quer dizer custo, mas não só custo, mas, vamos dizer, assumir essa tarefa, de proteger esses acervos, proteger não só os acervos, mas, basicamente, a informação que eles contêm. C'est une des difficultés des archivistes, c'est-à-dire d'arriver à se faire entendre, et c'est une difficulté grandissante. Parce que, pour revenir un peu dans le passé, lorsque les conseillers du roi de France qui tenaient ces bureaux et qui souvent étaient des clercs, des religieux qui tenaient l'écriture, ils classaient les archives, ils disaient au roi on va faire un enregistrement, on faisait des registres, on va faire un cartulaire, on faisait un cartulaire, et ça ne posait pas beaucoup de problèmes. Il y avait une proximité de l'archiviste avec, je dirais, l'autorité, le producteur, et en même temps, celui qui était archiviste, il était le secrétaire en même temps, c'est-à-dire il détenait les secrets écrits, mais aussi les secrets non écrits. Et donc, il y avait cette proximité qui faisait que les archives pouvaient être conservées sans difficulté. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, et ça fait partie de la fracture que j'indiquais, il y a, mais je n'ai pas insisté sur celle-là, il y a l'accélération des choses. C'est-à-dire que nous vivons en même temps que les choses, les phénomènes durent dans le temps, il y a le poids de l'actualité. Et si on rencontre des responsables d'administration, enfin je ne sais pas comment c'est au Brésil, mais moi je vois en France, ils travaillent énormément et ils ont constamment des choses qui arrivent. Je dis des personnes qui ont des responsabilités. Bon, je ne sais pas pour des secrétaires ou autres qui sont un peu plus tranquilles, mais ils ont une grosse pression. Il faut constamment produire des documents, répondre, élaborer des projets, etc. Et donc il y a une pression énorme et ils sont pris par cela. Et donc ils n'ont pas le temps de s'occuper je dirais, des archives. Alors, donc, il y a ce phénomène qui est un phénomène tout simplement matériel,
Bon. Il y a aussi le fait que psychologiquement, ils considèrent souvent que parce qu'il y a une association et une confusion entre archives et histoire, ils considèrent que leur papier, c'est pas de l'histoire. Donc ils disent, mais c'est pas intéressant. 9 fois sur 10, quand vous allez voir des gens, vous pensez, bon, c'est pas très intéressant. C'est en train de changer. Mais moi, pendant 20 ans, 30 ans, je voyais des gens qui disaient, oh oui, mais ça, c'est pas intéressant. Vous savez, je peux vous raconter. Ils ont vécu les choses, et pour eux, c'est pas, sauf s'il s'agit vraiment d'un événement exceptionnel, ce n'est pas très intéressant, c'est pas très important. Il n'en voit pas toujours intérêt. Donc l'archiviste a beaucoup de mal parce qu'il oblige ces personnes qui sont sur une pression constante à penser dans un autre laps de temps, dans une autre durée, sur d'autres problèmes. Et ça, c'est très difficile. Et alors, une des difficultés que nous avons, c'est donc d'essayer de communiquer cela, leur dire que c'est important. Alors ça se passe quand il y a une catastrophe. On pourrait dire aujourd'hui, je dirais, c'est un peu vrai partout, hein, c'est pas propre aux archives, mais face à la multitude des problèmes, on part au plus pressé. Les archives, ça roule tout seul, on s'en occupe pas, donc on s'en occupe pas. Et c'est le jour où il y a une catastrophe, par exemple au Japon, ça serait intéressant, moi j'ai lu ces nouvelles dans la presse, peut-être vous l'avez lu aussi, je ne sais pas si on en a parlé dans la presse, enfin moi je l'ai lu dans la presse à Paris, donc je pense que c'était vrai, mais je voudrais me renseigner un peu plus sur cette affaire-là, où il y a eu défaut de gestion des archives électroniques. Bon. Donc c'est un problème gigantesque qui est soulevé là. Et alors là, je pense que les Japonais vont s'intéresser. Là, on va faire des progrès formidables parce qu'ils vont... Mais c'est ça, si vous voulez. Et souvenez-vous, même dans l'histoire de l'informatique. Hein, moi, je me souviens au début de l'informatique. Je me souviens, il y avait des ordinateurs partout, d'énormes machines. Et alors ce que l'on disait... Alors, ils pouvaient faire toutes sortes de calculs, hein. On sortait de la mécanographie, ils pouvaient faire toutes sortes de calculs, mais finalement le problème c'était un problème de mémoire. Alors il y avait les cartes perforées, c'était un problème de mémoire. Et donc à un moment, au milieu des années 70, on s'est préoccupé, tous les investissements, la recherche, etc., s'est mise sur réduire les problèmes de mémoire. Et donc fabriquer les puces, avant c'était des espèces de diodes ou de choses, et fabriquer les puces toujours plus petites. Et aujourd'hui, c'est un problème qui est résolu. On fait tous des mémoires toujours plus petites. Et du coup, c'est ça qui a permis le développement de l'informatique. Si vous avez... Moi, quand je vous disais, j'étais optimiste. Je suis optimiste. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que lorsqu'il y a vraiment des problèmes, qu'on veut les résoudre, on peut les résoudre. Bon. Donc, on a pu résoudre le problème des mémoires, on pourra les résoudre. Ce que je note, c'est que de plus en plus, les questions d'archivage intéressent tout le monde. On n'en parlait pas. Moi, quand j'allais parler des questions d'archives devant des entreprises en France, bon, les gens, ils étaient intéressés, mais enfin bon, c'était... Tandis que maintenant, et l'archivage, les problèmes d'archivage pour les entreprises d'informatique, que ce soit les logiciels, que ce soit les matériels, ils présentent des capacités de mémoire, ils disent, vous allez pouvoir archiver les choses. Donc il y a déjà une sensibilité qui se développe, hein, pour cela. Donc je pense que ça va changer, mais c'est toujours très lent. Et puis il faut qu'à un moment, un certain nombre de choses convergent. Mais c'est vrai que nous sortons d'une période où les archives étaient bien gérées, 19e et avant 18e siècle, c'était l'âge d'or des archives, le 18e siècle, 19e, et puis ça s'est dégradé au 20e siècle parce qu'il y a eu l'explosion documentaire, il y a eu toutes sortes d'autres problèmes. On a été accaparé par cela. Et aujourd'hui, il y a des outils qui se mettent progressivement en place, il y a des problèmes qui deviennent tous les jours de plus en plus graves et difficiles, comme celui des Japonais, et donc je pense que maintenant on va s'y mettre. Hein, on progresse, hein, chaque fois qu'il y a une crise, c'est les crises qui font progresser, je pense qu'on va en sortir. Mais ce que je dis, c'est comment ça va, qu'est-ce que nous allons récupérer, parce que quand je vois que ce bureau de géologie a travaillé sur des archives jusqu'au XIIIe siècle en France pour faire sa carte, je me dis donc c'est utile. Mais est-ce que donc il faudrait que nous puissions faire passer tout cela dans les nouveaux systèmes de mémoire. Et si on ne le fait pas passer, qu'est-ce que nous allons conserver ? Et est-ce qu'à ce moment-là, on ne dira pas, mais conserver le papier, c'est trop cher, et à ce moment-là, les questions de coût vont réapparaître.
non pas tant du côté de l'informatique et des mémoires qui vont baisser, mais risque de réapparaître du côté de la conservation de documents traditionnels, où on va juste garder les beaux documents, les grands documents, je dirais, qui sont beaux mais qui servent à rien, si je puis dire. Mais quand je dis ça, je plaisante bien entendu, mais les documents sur lesquels on peut asseoir la connaissance, par exemple, risquent de disparaître, de même que par exemple on a détruit beaucoup de documents qui permettaient d'archives qui permettaient de défendre des droits des individus, parce qu'à un moment donné on s'est dit ce qui est intéressant c'est la statistique, c'est les études statistiques, donc on fait un échantillonnage. Je ne dis rien, hein, madame. Voilà, hein, donc voilà ma... Monsieur. Celso Laffer, eu fui colaborador e sou do presidente, sou conselheiro do Instituto. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a importância dos arquivos. Falo de experiência pessoal, porque o Ministério das Relações Exteriores, que tem uma documentação e tem um arquivo muito bom, toda vez que eu ia a uma reunião ministerial, eu tinha uma vantagem comparativa com os outros ministérios, porque eu tinha os antecedentes e os precedentes que ajudavam a encaminhar esta reflexão. Quando o presidente concebeu o Instituto e a documentação, 2 ou 3 coisas estavam claras para ele e para aqueles que queriam ajudá-lo nesse empreendimento. É naturalmente o tema do conhecimento, quer dizer, o que foi este período e como é que eu posso ter acesso a um conhecimento deste período pela documentação e pelos registros variados do processo decisório, dos encontros e das situações. Há uma outra dimensão que se soma a esta, que é também o capítulo da identidade. Este período teve na história brasileira tais e quais características. Aqueles que se identificam com essas características passam a ter, nos documentos aqui coligidos, também não só uma forma de conhecimento, mas o de uma afirmação de uma identidade. Como foi, por exemplo, o caso do arquivo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, que se iniciou com a história da Revolução de 30 e, portanto, não apenas para o conhecimento, mas para aqueles que se identificavam com a Revolução de 30. Pois bem, um pouco a minha pergunta ao senhor é a seguinte: na experiência francesa de figuras públicas, não, como, por exemplo, Mitterrand ou Mendes France, eu visitei numa certa ocasião o Institut Mendes France, como é que é concebido a guarda, a preservação, a escolha dos documentos, as obrigações legais, formas de financiamento, porque talvez a sua explicação, a sua análise possa ser útil para o nosso processo de aprofundamento da gestão dos arquivos do Instituto. Alors, le problème de la conservation des archives, je dirais, des hommes politiques en général, je crois que vous avez eu un colloque déjà dessus, hein, en 2004. Donc, en France, il y a, pour ce qui est des archives présidentielles, il y a eu le rôle essentiel de quelqu'un que je crois que vous connaissez, qui est Madame Canavaggio. Madame Canavaggio... En 2004. Voilà. Et c'est une archiviste, donc, et là elle a joué un rôle essentiel parce qu'elle était à l'époque l'archiviste de l'Élysée et l'archiviste donc du président Valéry Giscard d'Estaing. Et elle lui a expliqué le problème de l'importance des archives du président, qu'il fallait les conserver. Avant son intervention, le général de Gaulle avait versé toutes ses archives personnelles ou autres aux archives nationales. Et lorsque le président Pompidou est mort, sa famille a versé une partie des archives, mais en a gardé une autre. Et donc, dans le cas du président Giscard d'Estaing, Madame Canavaggio a obtenu qu'il y ait une convention, un accord qui soit passé avec la direction des archives de France. Le cas était exemplaire. Bon, d'une part parce que c'était l'initiative du président, mais c'était un président qui était extrêmement jeune. Hein, lorsqu'il a quitté le pouvoir, il n'avait pas 50 ans. Hein. Donc il avait encore devant lui des possibilités d'action, de vie, etc.
Et donc il s'agissait à la fois d'assurer, dans tous ces papiers, parce que quand on parle des archives du président, c'est les archives du président, mais de tous ses conseillers, hein, il faut le préciser, mais bon. Donc ça fait une masse d'archives, ça fait des milliers de cartons. Oui. Donc de tous ses conseillers, de tout son cabinet, etc. Donc c'est tout cet ensemble. Et donc il fallait que l'on puisse, si besoin était, que les gouvernements suivants puissent consulter ces archives pour assurer la continuité de l'État, mais il fallait en même temps que cette personnalité, qui était une personnalité encore jeune, puisse, je dirais, éventuellement, s'il voulait se représenter, mener une vie politique, ou même que ces archives ne soient pas utilisées pour, je dirais, contre lui, etc. Donc il y a eu cette convention dans laquelle il a été donc décidé que ces archives restaient pendant 60 ans privées, entre guillemets, et pour y avoir accès, il fallait lui demander l'autorisation. Et au bout de 60 ans, ces archives étaient déposées aux archives nationales, où on les classait, on les inventoriait, on les conservait. Celui pouvait pendant 60 ans donner l'autorisation d'y avoir accès. Et ensuite, elle devenait archive publique. Et, voilà. Et donc, c'est cette formule qui a été mise en place. Et elle a fonctionné de façon extrêmement loyale. Parce qu'en 81, quelques mois après l'élection de François Mitterrand, il y a eu une affaire qui était une affaire un peu bizarre, qui s'appelait l'affaire des avions renifleurs, je ne sais pas si on s'en souvient. Et alors que c'était une affaire dans laquelle il était attaqué et qui le gênait, il a autorisé à ce qu'on regarde les dossiers de la présidence. Donc je dirais de ce point de vue-là, vis-à-vis de ses successeurs, il a été tout à fait exemplaire. Tout à fait exemplaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, ayant signé cette convention, il a demandé à tous ses ministres de faire pareil. Et donc, lorsqu'ils sont partis, alors ça a dépendu beaucoup des cabinets, la façon dont les transmissions sont faites, mais beaucoup de ministres ont donc fait une convention et déposé leurs archives. Et ensuite, quand le président François Mitterrand est arrivé, pour les différents gouvernements, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, lui, quand il a quitté le pouvoir, il y a une partie de ses archives qui est allée, ça s'est passé un peu comme pour le président Pompidou, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ses archives qui est allée aux archives nationales, mais il y a une partie qui est allée dans une fondation, privée qui se trouve boulevard Saint-Michel et qui est gérée par la famille. Et bon, voilà. Donc voilà. Et alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un projet de loi sur les archives qui avait été proposé, mais juste avant les élections présidentielles. Donc, je ne sais pas s'il va ressortir ou non, ou s'il y a l'actualité, mais d'autres sujets. Et dans ce projet de loi, il est prévu donc de fixer cette pratique et de dire que tous les grands dirigeants politiques qui assurent des fonctions publiques, leurs archives sont publiques, mais ils ont un droit de disposition pendant, je crois, on a réduit, à 50 ans dans le projet. Voilà. Donc c'est une évolution, mais bon, ou tout au moins, ce sont des projets. Donc c'était quelque chose qui s'est fait progressivement, puisque le projet dont je vous parle n'est pas encore adopté. Et donc depuis la convention du président Giscard d'Estaing, qui a dû être faite en je crois que c'était en 78 sous le gouvernement de Raymond Barre qu'il a dû le faire. Donc ça doit être en 78. Donc vous voyez, ça fait 30 ans. Donc il faut aussi du temps. Alors maintenant, les autres hommes politiques, soit ils gardent leurs archives, soit ils peuvent créer des fondations. Soit il y en a beaucoup qui ont déposé aux archives nationales. Il y en a qui déposent aussi dans des archives départementales. Par exemple, quelqu'un comme Paul Ramadier, qui était un homme politique de premier rang sous la 4e République, eh bien, il a déposé ses archives aux archives départementales de l'Aveyron, ou tout au moins une partie, donc est un département d'où il était originaire. Et puis, il y a certains organismes, et en particulier la Fondation nationale des sciences politiques, qui recueille beaucoup de fonds de ces hommes politiques
Et cette fondation des sciences politiques donne accès aux étudiants pour faire des recherches et passe des accords avec la direction des archives de France qui souvent conserve les documents parce que ça représente une masse considérable. Mais comme beaucoup d'hommes politiques français sont passés par Sciences Po, parce que la fondation gère Sciences Po, comme beaucoup d'hommes politiques sont passés par Sciences Po, ils ont tendance à déposer à leur école les archives, comme les polytechniciens les déposent à l'école polytechnique. Et, bon, il n'y a que les anciens chartistes qui ne déposent pas à l'école des chartes. Mais aux archives nationales, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai totalement répondu. Oui. Só para acrescentar alguma coisa sobre essa questão, eu penso que esse tempo de 30 anos, ou pelo menos o tempo que permite fazer evoluir algumas leis ou algumas decisões, né? O caso desse entendimento da Perrine Canavaggio, eu pessoalmente achei muito importante, porque as pessoas ficam muito presas aos seus documentos, à sua vida, e é muito difícil as pessoas quiserem depositar tudo, se separar de sua documentação imediatamente depois da ação, né? Mesmo precisa de um certo tempo para eles e para a família deles, né? Porque não há dúvida que uma passagem pela vida pública atinge não apenas o titular, mas a família. Aqui, eu espero, já faz bastante tempo que a lei sobre os arquivos privados dos presidentes existe, quer dizer, ela data de 91, não é tanto tempo assim, né? Já parece muito tempo, mas não é muito, né? E ela precisa evoluir mesmo. Então, eu acho que ainda há um pouco de tempo. Agora, essa ideia que ela teve de dizer, bom, vamos depositar, mas postergar a propriedade pública, ou seja, conservar por 60 anos uma propriedade sem que isso signifique esconder os arquivos, evidentemente, acho que isso foi muito interessante, porque evita, assim, que a pessoa queira destruir os arquivos, né? O fato de dizer, não, você deposita, ninguém toca, só com sua autorização, mas daqui a 60 anos fica público. Então, eu pessoalmente, conhecendo um pouquinho o tipo de arquivos, o tipo de correspondência que há neles, também porque há muitos homens que acompanham um presidente ou qualquer outro que ocupa um cargo público e que continua na vida pública, né? Então, você ter acesso a certos documentos pode realmente comprometer ou, enfim, incomodar ou não, mas, enfim, não, eu acho que tem que se respeitar um pouco também a privacidade e o calor da hora, porque na política há muito essa questão. Tem uma hora onde tal coisa não pode absolutamente ser sabida, né? E isso passado é nada, né? Mas, entretanto, num certo momento, a pessoa pode tomar uma decisão ou que depois certamente não tomaria a mesma decisão, porque as circunstâncias mudaram, né? E ela pode ser julgada sobre isso. Então, é complicado nesse sentido. Oui. Alguém mais Oui. quer... Moi, je voudrais dire quelque chose. Nous avons parlé de Madame Canavaggio, mais il faut voir une chose. D'une part, il faut que l'archiviste inspire la confiance et la confiance absolue. Et alors, ce qui était une chose importante, c'est que le service, elle dirigeait le service des archives à l'Élysée même. Donc, elle a été nommée à l'Élysée, elle dirigeait les archives. Et donc, d'abord, elle a fait son travail d'archiviste de façon absolument impeccable. Et donc, il y avait la confiance. À tel point que lorsque le président Mitterrand est arrivé, il l'a gardée. Et elle est restée pendant des années avec lui. Hein, alors que politiquement, les deux hommes s'opposaient. Mais tout le monde... Hein, tous les gens ont changé, c'est une des rares personnes qui n'a pas changé, mais parce qu'on avait une confiance absolue en elle. Hein. Et c'est parce qu'elle a su inspirer cette confiance, et pas seulement l'inspirer, parce qu'elle était fondée, hein, ce n'était pas les apparences. Mais donc l'importance qu'il y ait un service d'archives à proximité et que l'archiviste lui-même joue ce rôle. Et comme le disait Madame Ardaillon, on dit Daniela, je ne sais pas, Daniel, dans ces affaires-là, il ne faut pas faire du juridisme.
il faut pas dire ça c'est l'État, donc j'ai les droits, etc. Toujours dans les archives, ce sont des affaires d'hommes et donc il y a une dimension humaine. Alors il peut y avoir un règlement, mais ce règlement, il faut être souple. Et c'est pour ça que moi je suis toujours très réservé, parce qu'en ce moment, par exemple, dans la presse en France, il y a des gens, des universitaires qui écrivent des articles extrêmement violents en disant il faut réduire les délais, la communication, ce sont les archivistes qui sont des malades du secret, etc. Des choses extrêmement violentes et déplaisantes aussi parfois. Et alors, avec cet argument qui est un argument faux, qui disent mais pourquoi, par exemple, il existe en France pour des papiers qui sont un peu dans cette zone d'incertitude, ce qu'on appelle une possibilité de dérogation. C'est-à-dire qu'on va donner les papiers pour que la personne demande, et on lui dit exceptionnellement, on vous autorise à regarder les papiers, mais par exemple, vous n'avez pas le droit de faire de photocopie, vous n'avez pas le droit, mais vous pouvez les lire et prendre des notes, par exemple, des choses comme ça. Et alors, en France, il y a, je sais pas, 2000, 3000 demandes de dérogation par an, et il y en a 98% qui sont accordées. Et alors, l'argument fallacieux, c'est de dire mais pourquoi de me dire qu'il y a des dérogations et pourquoi faire ces choses-là? On n'a qu'à accorder à tout le monde, puisque ça marche dans 98% des cas. Hein. Mais c'est précisément parce qu'il faut demander une dérogation qu'on peut en accorder 98%. Parce que s'il n'y avait pas l'obligation d'une demande de dérogation, on aurait à ce moment-là beaucoup de dérives. Et donc, il y a aussi un autre problème, qui est le problème de la cohérence de la législation. Très souvent, les archivistes ou les utilisateurs des archives, concernant les délais de communication, voient en termes de leur utilité. Pourquoi il y a ces délais aussi longs, je ne gêne personne, etc. Mais il faut que cette communication, c'est pas les archivistes, c'est pas une bulle à part. Les archives sont au cœur des cités, au cœur des États, au cœur des sociétés. Donc tout ce qui concerne les archives, tout ce qui concerne la législation des archives, concerne l'ensemble de la société. Et donc, il me semble qu'il y a une obligation de cohérence entre la législation archivistique et la législation civile, la législation générale. Et par exemple, dans le projet de loi sur les archives, je l'ai dit, je vais faire une petite critique, mais on demande que le délai de communication des archives soit abaissé de 30 ans à 25 ans. Or, pourquoi on avait pris 30 ans? Parce que 30 ans, c'est le délai de prescription légale. Alors, qu'est-ce que c'est que le délai de prescription légale? C'est un délai, vous savez, au bout duquel on ne peut pas revenir sur le passé. Au bout de 30 ans, on ne revient pas, c'est passé. Bon, on ne revient pas. Donc, il y avait une cohérence entre les deux choses. Bon, le rôle des archives, c'est la connaissance, c'est tout ça, mais les archives sont des instruments de l'État, de la société. Donc, ce n'est pas fait pour créer la guerre civile, elles sont faites pour la paix civile. Et donc, le fait d'introduire des distorsions légales entre des législations de cet ordre-là, c'est-à-dire archives et la vie de la société civile, donc c'est-à-dire concernant des documents qui concernent les individus, les personnes, à mon avis, risque d'introduire, on est dans un processus de judiciarisation, on risque de voir un emballement de choses qui ne sont pas bons pour la société. Donc, alors voilà, quand je dis il faut pas trop, il faut faire attention. Et après tout, s'il y a des gens qui veulent qu'on communique au bout de 25 ans, ils disent pourquoi, ils auront 98% de dérogation. Mais on évitera d'alimenter inutilement des conflits qui finalement ne sont pas justes. Ce sont des choses délicates, ça ne se tranche pas comme ça, hein, ça c'est sûr. Tout à fait. Bem, mais alguém gostaria de ter algum esclarecimento? Você, de novo, vai ficar arquivista? Num ato de suprema coragem, eu vou enfrentar essa restrição da Daniele. Só uma questão que me surgiu em relação à questão dos prazos para, enfim, abertura de alguns documentos, né? E acho que os prazos muitas vezes têm justificativas muito razoáveis. Mas vamos tomar um tema que é um tema que nos é familiar na América do Sul, que é a tortura praticada sistematicamente pelo Estado, né?
esta é uma, digamos, me parece, obviamente, uma exceção ainda mais justificável do que a norma, né? Então, eu não sei como é que a legislação francesa trabalha em relação a estes casos em que, digamos, o rebaixamento do prazo, ela se justifica em face de um princípio maior que, digamos, no caso, digamos, assegurar não mais os direitos humanos, porque esses já foram violados, mas algum tipo de reparação por parte do Estado de uma violação que foi cometida. Oui, alors c'est pas un problème. Alors effectivement, oui, en portugais. Oui, mais alors je m'entends parler en portugais, ça me... Bon, donc je dis, cela fait partie précisément des cas d'exception où l'on peut isoler un certain type de document parce qu'il y a effectivement un problème de société qui se pose et pour lequel il faut apporter une réponse à la société. Et par exemple, c'est ce qui a été fait il y a quelques années, par exemple pour les archives concernant la guerre d'Algérie. Hein, où il y a eu une exception où on a dit qu'on pourrait travailler, regarder, etc. Voilà. Précisément parce que là, il y avait un problème, mais qui était bien identifié. Voilà. Bom, a conferência do professor Delmas se baseou no livro que ele publicou ano passado, que se chama La Société sans Mémoire. E eu quero fazer uma sugestão. Eu não conheço todas as pessoas presentes, evidentemente, mas eu acho que esse livro podia ser traduzido aqui no Brasil. Então, se alguém tiver uma ideia, esse livro vai para a nossa biblioteca e, evidentemente, qualquer um pode adquiri-lo via internet, etc. Mas eu acho que seria um livro bem interessante, porque ele propõe debate. E, enfim, então, se alguém aqui presente tem alguma ideia, eu acho que seria interessante. Tá bom? Outra coisa, nós hoje, o Instituto lança um livro, do qual está muito satisfeito, orgulhoso, très fier, orgulhoso, que é justamente, que se chama Tempo e Circunstância. Tem mais um subtítulo, e que é resultado do trabalho que foi feito aqui no Instituto para estabelecer um método de organização contextual dos arquivos pessoais. As autoras estão aqui, Ana Maria Camargo e Silvana Goulart. Nós vamos fazer agora o lançamento desse livro, ou seja, ele está à disposição à venda aqui. As autoras estão dispostas a assinar lindos autógrafos. E não sei se a Ana Maria quer falar alguma coisa a respeito do livro, ou se deixa isso para a sessão de amanhã de manhã, como quiser, ou Silvana, se vocês acham agora, um minutinho, senão vamos... Apenas para dizer que esse livro é fruto, enfim, do nosso trabalho. Ele apresenta várias questões de natureza teórica, questões metodológicas, muitas das quais o próprio professor Delmas, de certo modo, abordou. E eu acho que ele é um convite à reflexão, né? Amanhã nós vamos fazer uma apresentação desse trabalho. Espero que com a leitura e com as discussões que nós tenhamos a seu respeito, possamos depois chegar, talvez, a um consenso em relação a uma área tão problemática e tão polêmica como essa. Tá bom, então eu convido todos os presentes para o bar, onde vamos ter o livro e um pequeno coquetel. E muito obrigada ao professor. Nós apreciamos imensamente sua presença.